Salut à vous qui regardez cette vidéo. L'exercice du jour nous vient du forum MathEd. Il est proposé par Ciné1, à moins que ça se prononce Cine1, je ne sais pas. En tout cas, il dit, ou elle dit, « Bonjour Job, je voudrais de l'aide pour cet exercice qui me pose beaucoup de problèmes. Merci d'avance. » Alors il y a une pièce jointe que voici. On va lire. Premièrement, petit a, montrer que pour tout réel x, la partie entière de x plus 1 est égale à la partie entière de x plus 1. Petit b, montrer que pour tout entier naturel n et pour tout réel x, la partie entière de x plus n est égale à la partie entière de x plus n. Deuxièmement, soit la fonction phi qui a l'antécédent x associe 4 fois la partie entière de x moins 2 fois la partie entière de 2x, le tout plus 1. Petit b, il n'y a pas de petit a au passage, mais bon. Petit b, montrer que phi est périodique. Petit c, écrire plus simplement phi sur l'intervalle semi-ouvert à droite, p plus 1, où p est un entier. Déduire de petit b que pour tout entier naturel non nul n et tout entier p strictement inférieur à n, on a, pour tout x appartenant à l'intervalle fermé p sur n plus 1 sur 2n, phi de n fois x est égal à 1. Et pour tout x appartenant à l'intervalle fermé p sur n plus 1 sur 2n, p plus 1 sur n, phi de n fois x est égal à moins 1. Il y a une deuxième page, on y va. Troisièmement, soit petit f une fonction continue sur grand R et vérifiant la condition suivante. Il existe un réel petit k strictement positif, tel que pour tout couple de réels xy, la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à k fois la valeur absolue de x moins y. Petit a, montrer que pour tout n entier naturel non nul, et pour tout p entier strictement inférieur à n, l'intégrale de p sur n à p plus 1 sur n de f de x fois phi de nx dx est égale à l'intégrale de 0 à 1 sur 2n de f de u plus p sur n, le tout moins f de u plus p sur n plus 1 sur 2n, le tout fois du. Petit b, déduire de ce qui précède que la valeur absolue de l'intégrale de 0 à 1 de f de x fois phi de nx dx est inférieure ou égale à k sur 4n. Et enfin, petit c, en déduire la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de f de x fois phi de nx dx. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Dans cette série de vidéos, je parcours les forums à la recherche de questions restées sans réponse et bien sûr, j'essaye d'y répondre en vidéo. Si vous aussi cet exercice vous intéresse et que vous avez des difficultés, je vous propose tout de suite quelques pistes. Première piste, la partie entière inférieure d'un nombre réel x est l'entier naturel noté. Alors, partie entière, donc ce sont deux crochets sans les barres du haut, on va dire. Hein, donc partie entière de x, telle que la partie entière de x est inférieure ou égale à x, qui est lui-même strictement inférieur à la partie entière de x plus 1. Alors on trouve d'autres définitions. Celle-ci, c'est ma préférée. La fonction partie entière maintenant, notée grand E, est telle que pour tout réel x, eh bien, grand E de x est égal à partie entière de x, tout simplement. Soit un réel grand T maintenant. Soit une fonction petit f définie sur un intervalle grand I. F est périodique si et seulement si, pour tout réel x de i, on a f de x plus t est égal à f de x. Troisième piste,
soit deux réels petit a et petit b tels que petit a est inférieur ou égal à petit b, soit deux réels lambda et mu, soit deux fonctions petit f et petit g continues sur un intervalle fermé AB. C'est ouvert, mais bon, ici on va faire le cas fermé. Pour tout réel x de l'intervalle fermé AB, l'intégrale de a à b de lambda fois f de x plus mu fois g de x de tout fois dx est égale à lambda fois intégrale de a à b de f de x dx plus mu fois intégrale de a à b de g de x dx. On parle de la linéarisation de l'intégrale. Autre piste, soit deux réels petit a et petit b tels que petit a est inférieur ou égal à petit b, soit deux entiers k et n, soit une fonction petit f continue sur l'intervalle fermé AB. Pour tout réel x de l'intervalle fermé AB, on a une généralisation de l'autre théorème, pas une généralisation, on va dire, au cas des sommes. L'intégrale de a à b de la somme de k à n de f de x de tout fois dx est égale à la somme de i égale k jusqu'à n de l'intégrale de a à b de f de x dx. Piste suivante, soit un intervalle i, soit les réels petit a, petit b et petit c, trois éléments de l'intervalle i, soit la fonction f continue sur l'intervalle i. Pour tout réel x de cet intervalle i, l'intégrale de a à c de f de x dx est égale à l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de b à c de f de x dx. Alors, ceci, c'est ce qu'on appelle la relation de Chasles. Liste suivante, soit les réels petit a et petit b, soit une fonction petit f définie et continue sur l'intervalle fermé AB, soit petit g une fonction dérivable sur l'intervalle fermé AB, telle que sa dérivée g' est continue sur l'intervalle fermé AB. Si pour tout réel petit x de l'intervalle fermé AB, on pose u égale g de x, d'où on obtient du est égal à g' de x dx, on obtient alors l'intégrale de a à b de f de g de x, le tout fois g' de x dx, est égale à l'intégrale de g de a à g de b de f de u fois du. Ça, c'est une petite formule de changement de variable. Alors ici, on n'est pas sur le programme de terminale. On continue. La valeur absolue d'un nombre réel x est le réel noté, donc x avec deux barres, donc valeur absolue de x, tel que valeur absolue de x, c'est la racine carrée du carré de x, c'est-à-dire ça fait x si x est supérieur ou égal à 0, et c'est l'opposé de x si x est strictement inférieur à 0. Maintenant, si vous voulez faire cet exercice, mettez la vidéo en pause et on se retrouve juste après. Pour les autres, voici la correction. Allons-y pour cette correction. Alors, on revient à notre énoncé. Donc, je confirme que je ne suis pas Job. Je vais quand même essayer d'aider Ciné 1 ou Sin 1. Donc, on nous demande d'abord de montrer que pour tout réel x, l'image de l'antécédent x plus 1 par la fonction partie entière est égale à l'image de x par la fonction partie entière plus 1. Ben là, il n'y a pas de difficulté parce que la partie entière est unique. D'accord? J'ai un réel x, on l'a dit tout à l'heure. Il est supérieur ou égal à la partie entière et strictement inférieur à la partie entière inférieure de x plus 1. Donc j'insiste, ça veut dire que cette partie entière est unique. Supposons qu'il y en ait une deuxième juste pour la démonstration. On va l'appeler
On va l'appeler Y, qui aurait les mêmes caractéristiques. On oppose moins X moins Y, puis maintenant par addition, voilà, moins Y moins 1, donc c'est strictement inférieur à moins X, et là c'est inférieur ou égal, donc on va mettre strictement inférieur à X moins X, 0, et là pareil, on va mettre strictement inférieur à, hop, partie entière inférieure de X plus 1 moins Y, d'accord. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, ce qu'on remarque, c'est que d'une part, j'ai ça, partie entière inférieure de X moins Y moins 1 inférieur à 0, c'est-à-dire partie entière inférieure de X moins Y strictement inférieure à 1, d'accord. Et d'autre part, partie entière inférieure de X moins Y plus 1 est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire partie entière inférieure de X moins Y est strictement supérieur à moins 1. Et donc, vous voyez, on obtient ceci. Vu que c'est censé être des nombres entiers, le seul nombre entier qui est strictement supérieur à moins 1 et strictement inférieur à 1, et ben c'est 0. D'accord? C'est le seul. Donc, même si j'en avais deux, ils seraient égaux. Vous voyez? Petit rappel de démonstration quand vous voulez prouver l'unicité. D'accord? Donc, en gros, il suffit de l'écrire une fois. Vous voyez? Si j'arrive à l'écrire sous cette forme, c'est gagné. L'élément, donc, là, sera nécessairement la partie entière inférieure. On y va. Maintenant qu'on sait ça, on va l'exploiter. Alors, si je veux la partie entière inférieure de x plus 1, eh bien par définition, c'est le nombre tel que la partie entière inférieure de x plus 1 est inférieure ou égale à x plus 1 et est strictement inférieure à la partie entière inférieure de x plus 1 par définition. Or, si j'ajoute 1 tout simplement à mon expression que j'avais au début, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, partie entière inférieure de x plus 1 est aussi un nombre entier. D'accord? On a x plus 1, le même x plus 1, qui est compris entre partie entière inférieure de x plus 1 et partie entière inférieure de x plus 1 plus 1. Hop. On revient à ce qu'on a dit au début. Vous voyez, j'ai deux écritures pour le même x plus 1. On a démontré tout à l'heure qu'il y avait unicité. D'accord? S'il y a unicité, j'en déduis automatiquement, hop, que j'ai cette égalité. Et voilà. Et comme ma fonction partie entière inférieure me donne comme valeur de retour la partie entière inférieure de x plus 1 ici, alors j'ai gagné. Hop. Donc ici, ce qui permet de réussir, c'est l'unicité. J'insiste. On enchaîne. Vous avez vu, c'est pratique, il vous suffit d'avoir deux fois la même écriture hein, pour qu'il y ait certitude. Alors maintenant, montrer que pour tout entier naturel n et pour tout réel x, ben, on a la même chose. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire une petite récurrence, tout simplement. Bon, je ne suis même pas sûr qu'on est obligé de le faire, je le fais pour l'exercice.
Donc on va le faire par récurrence sur l'entier naturel n. Donc ma proposition est celle-ci. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec la récurrence, je vous renvoie vers la vidéo qu'on a tournée. Alors, je ne sais jamais, c'est là, je pense que c'est là. Donc, on a tourné il y a quelques années d'ailleurs, mais allez la voir. Hein. Je mettrai la fiche, donc, comme je disais, là ou là. Alors, on y va, on va faire une petite initialisation au cas de base. Pour n égale 0, parce qu'on veut démontrer pour tout antinaturel n, et le premier antinaturel, c'est 0. Alors, partie entière inférieure de x plus 0, par définition, fait e de x. Et partie entière inférieure de x plus 0, par définition, ça fait aussi e de x. D'accord, c'est gagné ici. Hein. Donc, ici, la proposition est vraie. Pour n égale 0. On y va pour l'hérédité. On rappelle l'hypothèse de récurrence. Supposons qu'il existe un entier, alors on peut l'appeler K, moi j'aime bien l'appeler N, tel que la proposition est vraie. Je rappelle la proposition, hein, c'est E de x plus N égale E de x plus N. Montrons que, ou démontrons que, et alors on exprime la proposition en N plus 1. Ça fait E de x plus N plus 1 est égal à E de x plus N plus 1. Là, il n'y a pas de difficulté, encore une fois, hein, puisque E de x plus N plus 1, on l'a démontré à l'instant, ça fait E de x plus N plus 1. D'accord? Si x plus n, c'est mon grand X, on a démontré à la question précédente que ça faisait E de grand X plus 1. Or, on a supposé que E de x plus n, c'était E de x, le tout plus n, et bien plus 1, c'est fini. D'accord? C'est terminé. On peut donner la conclusion. La proposition est héréditaire est vraie pour n égale 0. Donc, elle est vraie pour tout entier naturel n. Voilà. Et hop. Au moins, on est sûr du résultat. La récurrence est un outil puissant. Question 2, donc, soit la fonction phi, on nous a dit telle que phi de x, c'est 4 fois partie entière inférieure de x moins 2 fois partie entière inférieure de 2x plus 1. Montrer que phi est périodique. Alors, je vais me servir de la question précédente, pour le coup. Je vais dire soit un entier n quelconque. Si je fais phi de x plus n, eh bien ça fait 4 fois E de x plus n moins 2 fois 2 facteurs de x plus n, tout plus 1. Or, on vient de démontrer que E de x plus n, eh bien ça faisait
la parenthèse, 4 fois e de x plus n comme ceci, moins, j'ai oublié le e ici, moins 2 fois, j'ouvre la parenthèse, non, je l'ouvre pas encore, moins 2 fois e de 2x plus 2n, voilà, écrit comme ça, je développe, ce qui me donne 4 e de x plus 4n, moins 2 fois, alors là pour le coup, je peux maintenant, e de 2x plus 2n, puisque n est un entier, 2n est aussi un entier, donc j'ai le droit de faire ça, plus 1, ce qui me donne 4 fois e de x plus 4n, moins 2e de 2x, moins 2 fois 2, 4n, plus 1. Plus 4n moins 4n s'annule. Et ça me donne 4 fois e de x moins 2 fois e de 2x, tout plus 1. C'est-à-dire pi de x. Donc ici, quel que soit l'entier naturel n, elle est périodique, de période n. Mais la plus petite période ici, c'est le plus petit entier naturel, c'est-à-dire 1, d'accord? Phi est périodique de période 1. Et donc, ça veut dire qu'il suffit d'étudier phi sur l'intervalle d'écart 1, si vous voulez, hein, de petit c, écrire plus simplement phi sur l'intervalle, donc p, vers semi ouvert à droite, p plus 1. D'où, voilà, hein, je le disais à l'instant, d'où l'intervalle d'étude en question, p plus 1. Voilà, parce que la périodicité va faire que tout ce que je vais faire sur l'intervalle p plus 1, je le ferai sur n'importe quel intervalle de même longueur, hein, si vous voulez. La longueur, le mot m'échappe, il va me revenir tout à l'heure. Alors, c'est parti pour la question petit c. Écrire plus simplement phi sur l'intervalle semi-ouvert à droite, p plus 1, où p est un entier. Donc ici, hein, on va simplifier donc cet intervalle qui est cohérent par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à la période de 1. Tout ce qui se produit sur l'intervalle p plus 1 se produira sur l'intervalle suivant, p plus 1, p plus 2, p plus 2, p plus 3, et ainsi de suite. Donc on y va. Si x est compris dans l'intervalle ici, p plus 1, c'est que x est supérieur ou égal à p et strictement inférieur à p plus 1. C'est suffisant pour dire que la partie entière inférieure de x est égale à p. Ensuite, on va distinguer deux cas. On va prendre un premier cas où x est supérieur ou égal à p et strictement inférieur à p plus 1,5. D'accord? P plus 1,5 est inférieur à P plus 1. Alors pourquoi on prend ce cas-là? C'est parce que dans ce cas-là, j'ai 2x qui est supérieur ou égal à 2p et strictement inférieur à 2p plus 1. Et pareil, 2p est un entier, 2p plus 1 est l'entier suivant. J'en déduis que la partie entière inférieure de 2x, c'est 2p, dans ce premier cas-là. Dans un second cas, on
va prendre cette fois-ci x supérieur ou égal à p plus 1 demi et strictement inférieur à p plus 1. Alors pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on va avoir 2p plus 1 inférieur à 2x inférieur à 2p plus 2. 2p plus 2 qui est lui-même 2p plus 1 plus 1. Encore une fois, p est un entier, donc 2p plus 1 est un entier. 2p plus 1 est l'entier suivant, l'entier consécutif. Ça me permet de dire que dans ce cas-là, la partie entière inférieure de 2x est 2p plus 1. Voilà. Ainsi, on va pouvoir simplifier phi de x dans les deux cas. Donc dans le premier cas, on a phi de x qui est égal, je le rappelle, à 4 fois donc partie entière inférieure de x, moins 2 fois partie entière inférieure de 2x, plus 1. Donc ici, ça nous fait 4 fois, on a dit p, moins 2 fois 2p, plus 1. D'accord? Puisque la partie entière inférieure de 2x, c'est 2p, on l'a démontré. Ce qui nous donne 4p moins 4p plus 1. Ça fait 1 puisque ici ça s'annule. Le second cas maintenant. Cette fois-ci, phi de x, c'est 4 fois e de x moins 2 fois e de 2x plus 1. Ici, donc on a encore la partie entière inférieure de x qui est toujours p. Évidemment, on l'a dit au début, hein. Surtout l'intervalle p plus 1, c'est le cas. Donc ça fait 4p. Par contre, la partie entière inférieure de 2x change. Elle devient 2p plus 1. Ce qui nous donne 4p moins 2 fois 2, 4p moins 2 plus 1. 4p moins 4p s'annule. Et moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et voilà deux valeurs possibles de phi de x selon l'intervalle. On enchaîne. Donc, déduire de petit b, la déduction, c'est un peu la généralisation de ce qu'on vient de faire. Donc, cette fois-ci, on va se mettre sur l'intervalle p sur n plus 1 sur 2n. Et ensuite, sur l'intervalle p sur n plus 1 sur 2n, p plus 1 sur n. On y va, c'est parti. C'est exactement la même chose. Hop. Alors, on prend x appartient à l'intervalle, donc je disais p sur n plus 1 sur 2n. Ça veut dire que x est supérieur ou égal à p sur n et inférieur ou égal ici à p sur n plus 1 sur 2n. Alors j'aurais même pu prendre inférieur strictement. Hein. On va prendre inférieur strictement, c'est peut-être plus fiable d'ailleurs au passage. Alors pourquoi? On va multiplier par n. On va avoir p inférieur ou égal à nx inférieur à p plus 1 sur 2. Ça, ici, c'est suffisant quand même, puisque dans les deux cas, p plus 1 sur 2 est inférieur à p plus 1. Donc, la partie entière inférieure de nx est p. D'accord? Ensuite, c'est mon premier cas. Ensuite, second cas. X appartient à l'intervalle
P sur n plus... Non, oui, bon, pour le coup, ça ne change rien le ou égal, c'est vrai. P sur n plus 1 sur 2n et P plus 1 sur n. Donc ici, ça signifie que hop, P sur n plus 1 sur 2n est inférieur ou égal à x, qui est lui-même inférieur à P plus 1 sur n. Alors on va multiplier le tout par n, ce qui nous donne P plus 1 demi inférieur à nx inférieur à P plus 1. Alors, là pour le coup, ici c'est intéressant de mettre strictement inférieur, puisque, voilà, nx est encore compris entre P et P plus 1. Donc ici, la partie entière inférieure de nx est encore P. On s'intéresse maintenant à la partie entière inférieure de 2nx, puisque phi de nx, à un moment donné, je vais calculer 2 fois nx. Et j'aurai cette fois-ci, dans le premier cas, 2p inférieur à 2nx inférieur à 2p plus 1. Et pour le coup, voilà, ici c'est plus intéressant de le prendre strict. On enchaîne. On va avoir 2p plus 1 inférieur ou égal à nx inférieur à 2p plus 2. 2nx, pardon, multiplié par 2. Ce qui nous permet ici, comme tout à l'heure, d'avoir mes deux entiers consécutifs et d'en déduire que la partie entière inférieure de 2nx ici est 2p plus 1. Donc je ne l'ai pas écrite là. La partie entière inférieure de 2nx là, c'est 2p. Et donc on est comme tout à l'heure, on va pouvoir simplifier phi de nx. Alors phi de nx, ça nous donne 4 E de nx moins 2, c'est ça, hein, moins 2 E de 2nx plus 1. Alors, ça me fait 4p moins 2 fois eh bien 2p plus 1. Et comme tout à l'heure, je retrouve 1. Et ensuite ici, phi de nx, c'est 4 fois E de nx moins 2 fois E de 2nx plus 1. Et comme tout à l'heure, j'ai 4 fois P moins 2 fois 2P plus 1, hop, plus 1. Et on trouvera encore moins 1. Bien. Enfin voilà, hop. On continue. La question 3. Donc, soit f, une fonction continue sur R et vérifiant la condition suivante. Il existe un réel k strictement supérieur à 0, tel que pour tout couple de réels x, y, valeur absolue de f de x moins f de y inférieur ou égal à k fois valeur absolue de x moins y. Donc, ça me rappelle les souvenirs de fac, ça, les fonctions calypschiciennes, quelque chose comme ça. Enfin bref. Petit a montré que pour tout entier n non nul et pour tout p entier inférieur à n, alors l'intégrale on y va, on va la calculer. Donc là ici on va faire, on va utiliser deux formules qu'on a vues dans les indices. L'intégrale de p sur n à p plus 1 sur n de f de x fois phi de nx fois dx. C'est tout simplement l'intégrale de p sur n jusqu'à
P sur n plus 1 sur 2n de f de x fois phi de nx dx plus l'intégrale de P sur n plus 1 sur 2n jusqu'à P plus 1 sur n de la même chose. C'est la relation de Chasles. Bien. Maintenant, on va donc faire un changement de variable. Posons U. U, c'est x moins P sur n. du me donne tout simplement dx. Et au passage, je peux écrire que x, c'est u plus P sur n. Et maintenant, si x est compris entre P sur n et P sur n plus 1 sur 2n, alors x moins P sur n est lui-même compris entre 0 et 1 sur 2n. Ainsi, la première intégrale, l'intégrale de P sur n à P sur n plus 1 sur 2n de f de x fois phi de nx dx, qu'est-ce qu'elle va me donner? Alors déjà, sur cet intervalle, phi de nx, on l'a dit tout à l'heure, est égal à 1. Ici, on va écrire 2 plus phi de nx égale 1 sur cet intervalle. Donc ça me donne l'intégrale de P sur n à P sur n plus 1 sur 2n de f de x dx. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 sur 2n, d'accord, de f de u plus P sur n fois du. D'une part. Maintenant, d'autre part, on va prendre une autre variable. Posons v qui fait x moins P sur n moins 1 sur 2n. Ici, dv va faire aussi dx, puisque P sur n et moins 2n sont des constantes, évidemment. Au passage, x, c'est v plus P sur n plus 1 sur 2n. Et si x est compris entre P sur n plus 1 sur 2n et P plus 1 sur n, alors en toute logique, x moins P sur n moins 1 sur 2n est compris entre 0 et... alors P sur n plus, je fais exprès d'écrire 1 sur n comme étant 2 sur 2n, moins P sur n moins 1 sur 2n, là ça part. Et là il me reste bien V de V compris entre 0 et 1 sur 2n. Ainsi, l'intégrale de P sur n plus 1 sur 2n jusqu'à P plus 1 sur n de f de x fois phi de nx dx. Alors, encore une fois, n'oublions pas de plus, dans cet intervalle, phi de nx c'est moins 1. Donc c'est déjà l'intégrale de P sur n plus 1 sur 2n à P plus 1 sur n de moins f de x dx. Et ça, avec le changement de variable, ça devient intégrale de 0
1 sur 2n de moins f de v plus p sur n plus 1 sur 2n fois dv. Alors, maintenant, au passage, l'intégrale de 0 à 1 sur 2n de f de u plus p sur n moins f de u plus p sur n plus 1 sur 2n de tout du. Au passage, ça fait l'intégrale de 0 à 1 sur 2n de f de u plus p sur n du plus l'intégrale de 0 à 1 sur 2n de moins f de u plus p sur n plus 1 sur 2n du. Bon, ben, il est clair que comme l'intervalle est exactement le même et que l'expression ici est la même, c'est juste la variable qui change ici, on sait que pour des intégrales, il y a égalité. D'accord? L'intégrale de 0 à... Enfin, ça représente la même R en tout cas. De moins f de v plus p sur n plus 1 sur 2n dv est forcément égal intégrale de 0 à 1 sur 2n de moins f de u plus p sur n plus 1 sur 2n du. D'accord? C'est la même intégrale. Donc, c'est gagné. C'est gagné. On a utilisé donc la relation de Chasles et la linéarisation. D'accord? On a montré que ceci, c'était la même chose que cela. Et donc, c'est gagné. Donc, on peut dire avec certitude que l'intégrale de p sur n à p plus 1 sur n de f de x fois phi de nx dx est bien égale à l'intégrale de 0 à 1 sur 2n de f de u plus p sur n moins f de u plus p sur n plus 1 sur 2n de tout du. C'est gagné. Voilà. Académique, tout ça. Bon. Alors, ça, c'était la partie rigolote. Hop. On va attaquer une partie un peu plus études supérieures. Alors, le changement de variable, c'est études supérieures, mais pas la partie difficile. Alors, ce qu'on va faire n'est toujours pas difficile, mais quand même important. Donc, la déduction, on va démontrer ça, l'intégrale de 0 à 1 de f de x phi de nx dx. D'accord, ici, la valeur absolue de ça est inférieure ou égale à k sur 4n. Alors, déjà, on va repartir de ma définition. On m'a dit que la valeur absolue, donc pour tout couple xy de réel, hein, f de x moins f de y en valeur absolue, est inférieur ou égal à k fois valeur absolue de x moins y. On se rappelle de ce que c'est qu'une valeur absolue. On sait que valeur absolue de f de x moins f de y, ça fait soit f de x moins f de y si f de x est supérieur à f de y, ou alors ça fait l'opposé de f de x moins f de y si
f de x est inférieur à f de y. Bon. Ici, ça nous permet de déduire que soit j'ai f de x moins f de y est inférieur à k fois valeur absolue de x moins y, ou l'opposé de f de x moins f de y est inférieur à k fois valeur absolue de x moins y. Ou si vous préférez, le même f de x moins f de y est supérieur à moins k fois valeur absolue de x moins y. Ce qui au passage nous permet d'écrire en une fois f de x moins f de y, hop, et hop, est compris entre moins k fois valeur absolue de x moins y et k fois valeur absolue de x moins y. D'accord? Ici, il s'agit d'une équivalence. Bien. Alors, à quoi ça va nous servir, ça? Là, vous allez voir tout de suite, c'est pas difficile, ça va être hyper utile. Mais d'abord, avant d'utiliser ça, l'intégrale de 0 à 1 de f de x i de nx dx. Alors là, il va falloir la décomposer. C'est la somme de i égale 0 jusqu'à... non, je ne vais pas mettre i, pardon, je vais mettre p. De p égale 0 jusqu'à n-1. D'accord? Vous allez vite comprendre, c'est la somme de quoi? D'intégrale. Ici, de p sur n jusqu'à p plus 1 sur n de f de x fois phi de nx dx. Comme ceci. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple, parce que là, comme ça peut sembler un peu barbare. Mais, hop, graphiquement, voilà 0, voilà 1. Mettons une courbe f quelconque, peu importe, hein, ici. Ce qui est important, c'est que si je sépare en parts égales, d'accord, mettons que là, en n par égale, là j'ai 1 sur n, là j'aurai 2 sur n, là j'aurai 3 sur n, là j'aurai 4 sur n, là j'aurai 5 sur n, etc., jusqu'à 1. D'accord? Et hop, 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 là je le fais graphiquement pour que vous puissiez voir ce que je veux dire, etc., Hop. Une suspension. Donc je vois qu'effectivement, j'ai mon intégrale de 1 sur n jusqu'à 2 sur n, donc l'air là, plus 2 sur n jusqu'à 3 sur n, plus l'air de 3 sur n à 4 sur n, plus l'air de 4 sur n à 5 sur n, et ainsi de suite, d'accord, jusqu'à n-1 sur n, jusqu'à n sur n. J'espère que vous avez compris le schéma ici, hein, d'accord? Je additionne ici toutes ces aires. Et donc, ça, on a vu la formule tout à l'heure. Mais pour l'instant, je ne peux pas utiliser la formule parce que j'utilise le même P là et là. D'où l'importance de la question précédente où il fallait donc écrire que ça devenait l'intégrale avec le changement de variable de 0 à 1 sur 2n de f de u plus p sur n moins f de u plus p sur n plus 1 sur 2n, hop, hop, du. Et maintenant que j'ai utilisé ce résultat,
je peux utiliser la formule qu'on a vue dans les indices tout à l'heure. On dit que ça fait l'intégrale de... quoique, c'est utilisé tout de suite. Allez, on va le faire. De 0 à 1 sur 2n de la somme de p égale 0 à n-1 de f de u plus p sur n moins f de u plus... là, j'ai oublié. P sur n plus 1 sur 2n. Et voilà, ici le tout du. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, c'est là qu'on va utiliser le résultat ici. La propriété, maintenant qu'elle va nous être utile. Parce que je m'intéresse à la valeur absolue de ça. C'est-à-dire la valeur absolue de ça. D'accord? C'est-à-dire à la valeur absolue de ça. C'est-à-dire à la valeur absolue de ça. Bien. Alors, on y va. On va d'abord se rappeler que par définition, donc, on a toujours ça qui est vrai, quel que soit le couple XY que je choisis. Je peux donc dire avec certitude que f de u plus p sur n moins f de u plus p sur n plus 1 sur 2n, d'accord? Je peux dire avec certitude que c'est compris entre moins k fois valeur absolue de u plus p sur n moins u moins p sur n moins 1 sur 2n et k fois valeur absolue de u plus p sur n moins u moins p sur n moins 1 sur 2n. Ainsi, f de u plus p sur n moins f de u plus p sur n plus 1 sur 2n. Je peux dire avec certitude maintenant que c'est compris entre, alors les u s'en vont, les p sur n s'en vont, moins k fois valeur absolue de moins 1 sur 2n, et k fois, alors les u s'en vont, les p sur n s'en vont, valeur absolue de moins 1 sur 2n. Alors, ici, pareil, hein, ceci, hop, je peux dire avec certitude que c'est compris entre moins k fois 1 sur 2n et k fois 1 sur 2n. On y va. On va effectuer maintenant la somme. Donc la somme de p égale 0 n-1 de cette expression-là, f de u plus p sur n, on va l'encadrer cette somme, moins f de u plus p sur n plus 1 sur 2n. Donc cette somme ici, hop, p égale 0 à n-1 de moins k fois 1 sur 2n ici, et la somme de p égale 0 à n-1 de k fois 1 sur 2n. D'accord? Ici, hein, on peut additionner sereinement. Ça ne dépend pas de p, c'est génial. Donc je peux dire que ça fait moins k fois 1 sur 2n, fois la somme de p égale 0 à n-1 de 1. D'accord? Hop. Même chose ici, ça ne dépend pas de P. Donc je peux l'écrire comme ceci. De 1. Or la somme de P égale 0 à n-1 de 1,
ça fait évidemment n. D'accord? C'est la somme. Si je compte de 1 à n-1, j'ai n-1 termes. Si j'ajoute 0, ça fait n-1 plus le terme 0, donc ça fait n termes. Donc ici, ça me fait moins k fois 1 sur 2n fois n, hop, inférieur ou égal à, donc, ici, mon expression. Voilà. Et là, k fois 1 sur 2n fois n. J'en déduis sereinement que on a ça. D'accord, parce que le n se simplifie. On a ma somme ici que je peux encadrer entre moins k sur 2 et k sur 2. Je peux donc maintenant passer à l'intégrale, puisque c'est vrai que ça c'était pas dans les pistes, mais je le rajoute. Je sais que si j'ai une fonction f, d'accord, telle que si pour toute x de l'intervalle i, évidemment f de x est un g de x, l'intégrale de a à b, si a et b évidemment à partir de l'intervalle i, de f de x dx est inférieure à l'intégrale du même a au même b de g de x dx. D'accord? On sait ça. Boum. On l'applique. Donc, l'intégrale maintenant de 0 à 1 sur 2n, c'était ça le point de départ. Hein. De 0 à 1 sur 2n de moins k sur 2 est inférieur à l'intégrale de 0 à 1 sur 2n de ma somme. Hop. Ici est inférieur à l'intégrale de 0 à 1 sur 2n de k sur 2. Alors évidemment, n'oublie pas le du de chaque côté. Du. Alors une primitive de moins k sur 2 du, bah, vu que ici k sur 2 est une constante par rapport à u, ça me donne tout simplement moins k sur 2 fois u de 0 à 1 sur 2n. Hop. Ok. Et de l'autre côté, même chose. K sur 2 fois u de 0 à 1 sur 2n. Allez, on arrive à la fin. Hop. Ça me donne moins k sur 2 fois 1 sur 2n, moins par moins plus k sur 2 fois 0 de toute façon. Et de l'autre côté, j'ai k sur 2 fois 1 sur 2n, moins k sur 2 fois 0. On y est. Avant-dernière étape. Mon intégrale ici. Donc ça me donne moins k sur 4n. Et là, j'ai k sur 4n. Je reviens à la notion de valeur absolue. Si je peux écrire ça, eh bien, c'est suffisant ici pour dire que la valeur absolue de cette expression hop, est inférieure ou égale à k sur 4n. Alors la valeur absolue de cette expression, on l'a démontré tout à l'heure, c'est la valeur absolue de l'intégrale de 0 à 1 de f de x phi de n x dx. D'accord. C'est donc gagné. Hop. Voilà.
c'est gagné. Inférieur ou égal à k sur 4n. Allons-y pour la dernière question. Donc, si vous voulez, c'était long à faire la question précédente, mais pas difficile, il n'y avait pas de difficulté. C'est long, oui, c'est long. Alors, c'est vrai, si vous n'êtes pas habitué, ça peut sembler complexe cette écriture, mais entraînez-vous, vous allez voir. Ça, c'est vraiment un exercice de début d'année en post-bac. Hein. On n'est pas sur un exercice de fin d'année. On est sur un exercice vraiment, pour un élève qui sort de terminale, c'est tout à fait abordable comme exercice. Alors, le petit c, justement, on veut la limite. Eh bien, la limite, quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de f de x fois phi de nx, dx est forcément égal à 0. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la limite, quand n tend vers plus l'infini de k sur 4n fait 0, à la limite d'un quotient, on a la même, hein, d'accord? Bon, j'ai pas besoin de le faire celui-là, hein, pas besoin de l'écrire. Je l'écris par rapport à l'inégalité, comme ça, il y a des élèves donc, justement, qui connaissent le théorème, alors qu'on appelle en terminale le théorème des gendarmes. En études supérieures, on va préférer dire théorème de comparaison. Eh bien, ici, vous voyez, hein, les deux tendent vers 0, donc celui-là tend vers 0 puisqu'il est, entre les deux. Mais c'est largement suffisant, donc comme je disais, celui-là est inutile, puisque une fois que j'écris que j'ai la valeur absolue ici de mon expression qui est inférieure à ça, si cette expression tend vers 0, forcément, ça va tendre vers 0 aussi. D'accord? Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et s'il vous plaît, pensez à vous abonner, activez la petite cloche et surtout, partagez la vidéo. À bientôt. Au revoir.